Bonjour, c'est la critique de la semaine. Et cette semaine, nous avons un coup de cœur pour De Gaulle. Parce que ce De Gaulle est à la hauteur de ce que l'on pouvait espérer pour qu'il s'intéresse à l'histoire, qui assume parfaitement d'illustrer certaines pages peu glorieuses du récit national, tout en montrant comment un obscur général fraîchement élevé à ce grade parvient à se persuader, puis à persuader les autres, qu'il a un destin, et que ce destin a croisé celui de la nation. Parce que le film assume de montrer également De Gaulle intime, qui aime passionnément sa femme et couvre sa fille trisomique de toute l'affection du monde. Ce qui est passionnant, c'est de constater l'interaction entre la grande et la petite histoire, et corrélalement de sonder le cœur du grand homme, et peut-être comprendre les raisons de son geste quand il prend la décision de défier, contre toute logique, le renoncement généralisé devant le nazisme. Parce que c'est au final un film féministe. Si le cinéma a parfois cherché à représenter De Gaulle, rares sont les films qui se sont également intéressés à Yvonne, que la mémoire collective représente comme une femme effacée, un peu encline à tolérer la moindre fantaisie. Le film nous la montre dans sa quarantaine, sous un jour on ne peut plus différent. Pour une fois, cette femme de l'ombre prend un peu la lumière. Le réalisateur du film, Gabriel Lebaumin, n'avait jusque-là réalisé que 2 longs métrages pour le cinéma, mais on lui doit également toute une série de documentaires qui ont en commun, c'est un fait, de traiter des brûlures de l'histoire, réunissant la Grande Guerre, la Seconde Guerre mondiale et la guerre d'Algérie dans un même questionnement sur la façon dont tout un peuple réagit à l'impensable. Son film précédent pour le cinéma, Nos Patriotes, avait mis en lumière l'héroïsme d'un jeune tirailleur sénégalais, figure de l'un des premiers maquis. Une façon de célébrer la résistance intérieure. De Gaulle lui permet de refermer la boucle en mettant en lumière la résistance extérieure. De Gaulle est un film particulièrement ambitieux en termes de production, de mise en place et de travail de reconstitution. C'est évidemment un film cher. Mais il était difficile d'imaginer faire l'impasse sur les scènes spectaculaires, celle de l'Exode, celle du bombardement de la rade de Brest, pour retracer les riches heures de l'une des périodes les plus dramatiques de notre histoire. Il n'est pas exagéré de parler d'une tragédie française, les sentiments humains les plus saillants se révélant au grand jour. Le refus de Gaulle de se plier au diktat du vainqueur est d'ailleurs jugé illégitime. Et si le vent de l'histoire avait soufflé dans une autre direction, il y a fort à parier que son aura ne serait pas la même. Mais ce sont justement les incertitudes de la période qui en font une figure à nul autre pareille. Pour un metteur en scène, c'est pain béni, car l'occasion est belle d'accéder à l'intime. Le va-et-vient permanent entre l'homme privé et la figure publique est incontestablement l'intérêt premier du film, qui parvient à montrer l'extrême solitude politique de l'homme et la force tranquille qu'il tient de sa relation avec celle qu'il aime. C'est peu dire que la situation est romanesque et que les auteurs ont su en tirer le parti qu'il fallait. Il est l'heure, sans honte et sans déshonneur, de reconnaître notre défaite. Et que proposez-vous, monsieur le maréchal ? On doit s'entendre avec l'Allemagne et rebâtir la France sur des bases nouvelles. Monsieur le Président, vous ne pouvez pas laisser les Allemands entrer dans Paris sans la moindre opposition. Mais nous nous battons, vous le savez bien, et nous perdons. En langage militaire, ça s'appelle une désertion. Je ne vous permets pas, De Gaulle ! Quoi que nous fassions, cette guerre sera mondiale. Décidons de continuer le combat ailleurs. En voyant évoluer Yvonne de Gaulle sous les traits d'Isabelle Carré, dont l'image juvénile nous ferait presque oublier que la comédienne est en fait plus âgée que l'épouse du général en l'an 40, nous mesurons à quel point nous avons pu nous tromper. Yvonne de Gaulle a toujours eu l'image d'une femme discrète, qui ne cherche pas la lumière et dont on ne connaît pas la voix, comme l'ombre portée du grand homme. Le film nous montre que sa relation avec son général de Marie était passionnelle. Il débute d'ailleurs par une scène sans doute des plus chastes, mais qui néanmoins montre le couple au lit. Comme s'il était incongru que les personnages publics aient une sexualité. Mais le film permet aussi de procurer un visage à Anne, la fille trisomique des De Gaulle, que l'un et l'autre ont chéri jusqu'à sa disparition. La ligne de crête entre sensiblerie et émotion est à cet égard bien ténue. Il aurait été facile de basculer dans le pathos. En ces heures douloureuses, c'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat.
Contrairement au cinéma britannique avec Churchill ou au film américain généreux avec Roosevelt, le cinéma français n'avait jusque-là jamais osé s'attaquer à la figure du général, laissant au petit écran le soin de s'en emparer. On se souvient du Grand Charles avec Bernard Farcy dans le rôle titre, qui revient sur la traversée du désert des années 50, de Je vous ai compris avec Patrick Chenet qui couvrait les premières années de la Ve République, peinant à trouver une issue au conflit algérien, ou encore du savoureux Adieu de Gaulle, adieu avec Pierre Vernier, qui montrait sur un ton tragicomique la déstabilisation du régime en mai 68. Mais curieusement, aucun film n'avait abordé 1940 et l'entrée en résistance du général. Cela étant posé, la difficulté est toujours la même, obtenir d'un comédien qu'il fasse oublier qu'il n'est qu'une incarnation. Difficulté décuplée quand il s'agit d'un homme public que chacun connaît. Mais le problème a été résolu avec une certaine facilité. D'une part, parce que nous avons moins d'images du De Gaulle de 1940 que du président de la République qui s'invitait régulièrement sur le petit écran dans les années 60. Ensuite, parce qu'un comédien de talent sait ce qu'incarner veut dire. Michel Bouquet ne ressemblait pas vraiment à Mitterrand dans Le Promeneur du Champ de Mars et cela n'a gêné personne, plus de 2 minutes. Enfin, Lambert Wilson est coutumier du fait. N'a-t-il pas été dans des films antérieurs L'Abbé Pierre et Le Commandant Cousteau. Soit dit en passant, pour qui connaît le comédien, parfaitement bilingue, il est assez amusant de l'entendre parler la langue de Churchill avec un épais French accent. Personne ne veut résister à la disparition de la France. Je retourne cet après-midi à Londres pour tenter d'arracher le soutien de Churchill. Not a chance. We must build up our own forces. On ne peut pas prendre de risque plus longtemps. Il faut quitter la maison. Charles, mon grand amour, je ne sais pas où tu es. Et je ne sais pas où je vais. Je suis dans la situation d'une mère qui doit protéger ses enfants et qui va pourtant prendre le risque de les entraîner vers la mort. Une façon supplémentaire de lui donner un peu d'épaisseur humaine. Autant le dire, il n'y a pas grand-chose à reprocher au personnage. Et ce n'est évidemment pas l'objectif du film. Il n'empêche que nous flirtons avec la géographie. Mais comment aurait-il pu en être autrement ? En insistant sur les travers ou les hésitations du grand Charles, en le montrant dans des situations embarrassantes ? Cela aurait été mesquin et pour tout dire hors sujet. La voie était étroite pour visiter l'espace privé au milieu d'une histoire qui appartient désormais à la mythologie historique, entre Jeanne d'Arc sur son bûcher et Bonaparte au pont d'Arcole. Et le film n'a pas dévié. Le réalisateur a même réussi à instiller un soupçon de suspense, tant l'aventure gaulienne semblait périlleuse. Un suspense relatif compte tenu de notre connaissance de l'histoire. Nous savons que De Gaulle entrera triomphant à Paris 4 ans plus tard, aussi sûrement que nous savons que Louis XVI ne sauvera pas sa tête. Mais dans les détails du scénario, quelques surprises nous attendent, alors que Charles et Yvonne ignorent où se trouve l'autre et que les communications sont pour le moins hésitantes. Le réalisateur va même jusqu'à nous montrer l'occupation du domaine de la boisserie à Colombey-les-Deux-Églises par des soldats allemands éméchés, avant de nous révéler qu'il s'agit d'un mauvais rêve. Je suis surtout un homme qui a tout quitté, son pays, ses fonctions, et qui a laissé sa famille dans un pays à feu et à sang. Sachez que vous risquez d'être inquiété à tout moment. On parle de condamnation. Vous êtes dégradé et déchu de la nationalité française. De Gaulle tend sans doute quelques bâtons pour se faire battre. N'en doutons pas, certains spectateurs ronchons jugeront que tout cela est trop chic, trop riche, trop complaisant peut-être, comme s'il allait de soi que seul le cinéma américain ait licence pour nous mettre plein la vue, et qu'à l'inverse, les films français devaient se cantonner dans le créneau du cinéma d'auteur au budget limité. Les films historiques ont des exigences, même quand ils ont recours aux effets spéciaux numériques, que le commun des budgets ne peut supporter. Mais ils sont indispensables à notre cinéphilie, d'autant plus que l'histoire bien souvent nous éclaire sur ce que nous sommes. Le premier film de Gabriel Le Beaumain, Les Fragments d'Antonin, qui nous montrait certains soldats de la guerre de 14 dans un état de délabrement psychologique profond, n'aurait sans doute pas pu voir le jour à n'importe quelle époque. Mais sa violence et la colère qu'elle fait naître sont parfaitement en accord avec le regard que nous portons aujourd'hui sur la grande boucherie des tranchées. Il en va de même pour la France de 1940. On a longtemps laissé croire que le pays était peuplé de résistants avant de suggérer que ceux-ci étaient des plus minoritaires. Le film de Gabriel Le Beaumain permet sans doute un juste équilibre que les historiens ne vont pas renier. Tu n'as pas le choix, tu dois continuer. Les mots, ce sont les seules armes qui me restent.